Salut Laurie. Salut! On te reçoit aujourd'hui pour une chaîne qui s'appelle Colloquium. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Laurie, j'ai 31 ans. Je vis dans la région depuis toujours. Et puis je m'intéresse à plusieurs domaines, art, sport et musique. C'est bon ça. Justement, on va en parler. On a un gros programme aujourd'hui, hein, tu viens de l'aborder. Tu es artiste, tu es boxeuse, tu es chanteuse et tu es investie dans la scène musicale. On va donc procéder par thématique si tu le veux bien. Ça roule? Nickel, on va commencer avec ton parcours et la musique du coup. Et on va régler un détail directement, hein. Tu te prénommes Laurie, mais tout le monde te connaît sous le surnom de Noon. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça provient? Noon, c'est un pseudo qu'on m'a attribué, dès que j'étais ado, en fait, c'est mon ex qui m'appelait comme ça. Noon, et c'est resté, en fait. Voilà, tous mes amis m'appellent Noon, et aujourd'hui, j'assume mon prénom qui s'appelle Laurie. Voilà. Ok, ok, ça roule. Mais les deux me conviennent. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cursus de formation? C'est-à-dire? Les études que tu as poursuivies, etc. J'ai fait un bac général. Ensuite, je me suis dirigée vers des études d'art plastique. J'ai fait les Beaux-Arts de Valenciennes et ensuite, je me suis dirigée vers les Beaux-Arts de Bruxelles, voilà, en Belgique. J'ai fait l'atelier de dessin et là-bas, j'ai aussi découvert la lithographie. Ok. On va avoir l'occasion d'en reparler de tout ça. Quand as-tu découvert et commencé à t'intéresser à la musique? J'étais ado, donc je pense que c'était vers l'âge de 16-17 ans. À cet âge-là, en fait, j'avais toujours eu envie de faire de la zik, sauf que je savais jouer d'aucun instrument. Et le truc le plus facile à faire, en fait, c'était de chanter. Il y avait une espèce d'urgence, urgence à exprimer quelque chose. Et voilà, le moyen le plus facile d'y accéder, c'était par le chant, en fait. Ok. Et est-ce que tu as eu des groupes ou des styles musicaux qui t'ont marqué à cette époque-là? Ça a toujours été le punk hardcore. Ouais, après, je me suis toujours intéressée à tout style musicaux, mais c'est vraiment dans le punk que je me suis sentie à l'aise, quoi. Ok. Et à quel moment tu as commencé à t'impliquer dans le terreau underground, du coup? En fait, c'est surtout une histoire de rencontre de personnes. Tu rencontres des gens qui ont les mêmes envies que toi, le même sentiment d'urgence, en fait. C'est surtout ça qui revient, c'est le sentiment d'urgence à produire quelque chose. De fil en aiguille, voilà, j'ai fait des rencontres, je me suis fait des amis. Du coup, ouais, j'ai rencontré des gens qui avaient envie de faire la zik. Après, voilà, je me suis mis en couple avec Benjamin qui lui faisait déjà de la basse. Et puis voilà, je me suis toujours dit que j'avais envie de chanter dans un groupe, quoi. Et justement, quel est ton premier souvenir derrière un micro? Le premier souvenir, c'était quand on a voulu faire un groupe avec des potes. Donc, il y avait Bambin, il y avait Vince, il y avait Félicien à l'époque, et Arnaud. Et à ce moment-là, en fait, on avait le projet de créer un groupe. L'idée, c'était de faire un groupe fantôme pour un concert organisé par Spit It Out avec Jeanne. À ce moment-là, en fait, il manquait un groupe qui était prévu à l'affiche, donc c'était au Monks à Lille. Le groupe, il avait annulé, je sais même plus le nom du groupe. Et en fait, Jeanne, elle nous avait contacté, elle avait soumis l'idée que, allez les gars, et pourquoi pas créer un groupe. Donc c'était un mois et demi avant la Ok. deadline, quoi. Du coup, on a eu un mois et demi pour créer des morceaux. On s'est tous saqués et en fait ça rejoint le sentiment d'urgence comme ça à faire quelque chose et c'est parti de là, quoi. J'avais jamais chanté de ma vie, j'ai appris sur le tas, Ah, du quoi. coup, premier projet musical, ton groupe principal direct, en fait. Ouais, ouais, Oh, ouais, ah bien. ouais. Et
c'est un champ particulier, on va dire le punk hardcore, quoi. Comment t'en es venu à le travailler? Tu dis que ça a été fait dans l'urgence, dans la rapidité, que t'as eu peu de temps justement pour pouvoir assimiler des techniques, etc., quoi. Comment t'as affiné tes techniques de chant, justement Ben, enfin, comment dire, le premier truc sur lequel je me fixais, c'était sortir un truc artistique, on va dire, qui collait à une idée du chant que j'avais. Un truc assez saccadé et en même temps énergique. Après, techniquement, j'avais pas du tout de technique. Je me suis posé des questions, j'ai posé beaucoup de questions autour de moi et enfin tout ce que j'ai appris, c'est que il fallait que ça sorte de toi, quoi. Des tripes, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Et technique, enfin au niveau technique, il n'y avait pas de technique. J'ai appris comme ça, quoi. Mais c'était vraiment intérieur. La technique, c'est venu après, quoi. Et on est en quelle année à ce moment-là, excuse-moi. On est en quelle année à ce moment-là? Je crois que c'était en 2015, 2016. Ok, parce que... Peut-être avant, je sais plus trop, mais... Parce que le temps a fait son chemin, et tu l'as dit toi-même, tu es connue pour être la chanteuse du groupe de punk Lilo Alistics, groupe avec lequel tu as eu l'occasion de faire énormément de concerts, de beaucoup voyager partout en Europe. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet musical? Bah, du coup, ça a découlé de ces intentions-là, en fait. Donc, initialement, Listics, c'était None and the Gangbangers. Donc ce projet est né de l'idée de remplacer un groupe pour un concert qui s'est passé à Lille. On a pondu, je crois, 6 morceaux ou 5 morceaux en un mois et demi. On a fait que répéter, on a fait que bosser pour ce concert. Et en fait, ça s'est tellement bien passé et ça nous a tellement plu que bah, c'est resté. Donc on a fait plusieurs concerts et au moment où on a eu envie d'enregistrer un album, on a eu l'idée de changer de nom et après c'était Listics, quoi. Comme je disais, vous avez eu l'occasion de faire énormément de concerts, de beaucoup voyager. Est-ce que tu as des souvenirs marquants? Eh ben... ah ouais, c'est clair. Ben, je sais pas, là, je pense, du coup, quand Listics a fait son chemin, on a fait l'anniversaire du Cuppy en Allemagne, à Berlin. Je crois qu'on a joué, il était mais genre 5h du mat, quoi. Enfin, le festival, il y avait déjà 2 jours dans la gueule et on était tous à bout de fatigue, à bout de fiesta, quoi. Et ouais, c'était génial. Enfin, on a rencontré plein de monde, on a rigolé, on a fait le show et ouais, enfin plein de souvenirs. Là, c'est difficile à détailler, mais c'était un événement marquant, quoi. Ouais, bah il y en a eu plein d'autres. À partir en tournée comme ça. Dans le froid, à Berlin, en Allemagne, avec le vent qui pique. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec ce groupe? Parce qu'apparemment, on n'a pas eu vraiment d'informations officielles, mais le groupe a splitté. Officieusement, ouais. Okay. En fait, parallèlement, je me suis inscrite dans un club de boxe. En fait, avant que Listics existe, donc on s'appelait None and the Gangbangers, et la première tournée, j'ai voulu assurer, et du coup, je me suis remise au sport. Donc c'est la musique qui m'a amenée au sport. Du coup, je me suis inscrite dans un club de boxe, et au fur et à mesure, en fait, je me suis engagée dans la pratique amateur en compétition. Et j'ai oublié ta question. Tu disais. Non, on va avoir l'occasion d'en reparler. Ouais, justement, mais du coup, oui, Listics, mais en fait. Vous n'avez pas officiellement splitté. Enfin, c'est ça qui a peut-être pris le pas sur la musique, le sport. Ouais, voilà. En fait, comme je me suis engagée dans le sport, du coup, j'ai dû faire des choix et mettre la musique un petit peu de côté. Et comme ça me prend beaucoup de temps et que quand je m'engage dans quelque chose, je le fais à fond, j'ai annulé des dates
au profit de la compète. Ouais. Ok, ouais. Et du coup, là, t'en es où au niveau de ton actualité musicale? Bah, du coup, Listix, c'est. Enfin, on peut dire c'est splitté. Mais musicalement, ouais, je prête ma voix pour d'autres groupes, dont le tien, donc Gumo. Hmm. Un groupe qui s'est créé au regard de la situation Turbovid 19. Ah, c'est ça, ouais. Ouais. Donc je continue toujours à chanter pour d'autres personnes. Ok. Et t'as jamais eu envie de remonter un groupe, de repartir sur quelque chose de... Bah, il y a toujours l'envie, mais c'est le temps qui manque Hmm. en fait. C'est une histoire d'engagement. Quand je suis engagée dans quelque chose, je sais que j'aurai moins de temps pour faire les choses à fond derrière. Et du coup, pour pas foirer les autres, je préfère dire non, quoi. Ça roule. Et du coup, tu participais également à l'époque où c'était encore possible à l'organisation de concerts avec la team Spite It Out qui est bien connue sur l'île. On aura l'occasion de les recevoir de toute façon pour les rencontrer également. Euh, Toi, en tant qu'organisatrice justement dans la scène underground, comment est-ce que tu conçois le booking d'une date? Bah, du coup, je me considère pas comme organisatrice, mais plutôt comme personne qui va pouvoir apporter ce que je peux apporter dans le dans le cadre de mes compétences, on va dire. Enfin, ça peut être le catering ou même sur place. Enfin, moi, j'aime les choses physiques. Ça peut être de l'installation de matos ou de l'accueil ou enfin juste discuter avec les gens. Enfin, je le vois plus comme ça. Tout ce qui est en amont, enfin, en tout cas, dans le cadre de Spit It Out, ça, c'est une chose que je sais pas faire, par exemple. Et ça, enfin, Spit It Out, c'est vraiment. Ah, tout ce qui est donc la programmation à la base ou choper Ouais, les dates, voilà. etc. Enfin, Après, enfin, comme enfin, j'ai rencontré des gens, ouais, je passe le mot et ouais, voilà, enfin, je passe le mot à Jeanne et bah, ben, voilà, il y a telle personne, tel groupe qui est super chaud à rencontrer les gens de Lille. Et bah, pourquoi pas, quoi. Je le vois plus comme ça. mais justement, est-ce que ton expérience au sein de l'ISTIX vous a permis de créer du lien avec des artistes un peu partout en Europe, des organisations qui vous permettent justement d'avoir créé un réseau Ah bah, complètement. De toute façon, quand on a joué avec Listix, du coup, on a rejoué pour d'autres personnes qui avaient déjà joué pour Spit It Out, enfin, que ce soit les membres des groupes, des drivers, des accompagnateurs. Surtout, bah, enfin, après, surtout en Europe, quoi. Euh, ouais, c'est sûr, ça crée du lien et puis ça reste pour toujours, hein. Hmm. Ah, c'est cool. Et en prenant un peu de recul, justement, on aurait aimé savoir un petit peu quel regard tu portais sur la scène au niveau local. Sur l'île, Ouais. bah ouais, sur l'île, du coup, bah, c'est toujours un regard positif, quoi. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est cette énergie qui s'éteint jamais et qui est toujours de l'envie, de la bienveillance surtout, et que ça aille bien au-delà de l'aspect artistique et musical. En fait, c'est vraiment Un côté humain, quoi, qui... côté humain, ouais. Ouais. Que ça crée vraiment des liens ouais, qui restent à vie, quoi. Enfin, après, c'est ma vision des choses, hein, mais ouais. Ouais. Et à côté de ça, donc on se connaît, hein, c'est ce qu'on se disait, hein, on se connaît plutôt pas mal. Je te sais aussi sensible et engagé sur de nombreux sujets sociétaux, Mm. tels que l'humanisme, le féminisme et la défense des animaux. Euh, on aurait aimé savoir quel regard tu portes sur ces sujets et sur le monde qui nous entoure de façon générale, en fait. Ben, aujourd'hui, je pense enfin, il y a toujours des choses à faire. Après, ouais, je pense que c'est une façon de voir les choses. Au niveau de la cause animale, c'était surtout des rencontres. Même le fait d'avoir voyagé en Allemagne en tournée. En Allemagne, enfin, le régime alimentaire végé, même vegan, c'est beaucoup plus démocratisé. Quand tu rencontres les gens, bah ouais, ça fait carrément sens, quoi. C'est quoi l'intérêt c'est quoi l'intérêt de bouffer des animaux alors que toi,
t'es pour ne pas enlever des droits aux autres. Enfin ouais, c'est une histoire de logique, de sens, quoi. Après, autour de la question féministe, bah pareil, surtout quand toi t'es une nana et que tu joues dans un groupe. Enfin, en tout cas, quand on a démarré la musique, enfin, même moi aujourd'hui, je me rends compte qu'au niveau de mes influences musicales, c'est beaucoup des hommes qui chantent, qui font de la musique. Je pense que c'est une histoire de prendre sa place, d'enlever ce putain de plafond de verre et se dire ouais, ok, ouais, moi aussi j'ai le droit. Moi aussi j'ai le droit de chanter, et, ouais, je sais pas jouer de la guitare, je m'en bats les couilles, et on prend les instrus et on y va, quoi. J'ai répondu à ta question. Non, carrément, carrément. Et du coup, tu penses qu'il y a une évolution des mentalités par rapport à ces sujets? Ouais, il y a une évolution dans le sens où on en parle plus, il y a plus de visibilité au niveau des groupes, si on reste dans le domaine musical, au niveau des femmes, tout ça, c'est plus visible. Hmm. Après, de là à ce que on soit au niveau parité, ouais, je pense qu'on en est encore loin, mais il y a toujours du taf à faire, mais ça avance, Carrément. je pense. Hmm. Il y a de plus en plus de personnes qui peuvent, qui prennent la parole, qui osent s'exprimer, plus de moyens justement de prendre la parole et c'est une bonne chose de tout ça. Bah écoute, merci à toi. C'est des sujets qui sont un peu compliqués, hein, mais bon, Ouais, c'est ouais, important il faudrait qu'on faire un l'aborde. colloque pour tout ça. Carrément. Ouais. On va passer à une autre thématique. Hein, Allons-y. Alors on disait tout à l'heure, tu es également artiste lithographe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste la lithographie? La lithographie, c'est une technique d'impression, une technique d'estampe, au même titre que la gravure, sauf que la matrice, ça va être une pierre calcaire. Donc ça permet d'imprimer des images en plusieurs exemplaires en multiples, quoi. Donc matrice, c'est genre le tampon, quoi, en fait. La matrice, par exemple, en gravure, tu vas graver dans une plaque de métal. Lithographie, tu vas venir créer ton image sur une pierre, en fait. Une pierre épaisse ainsi ou épaisse comme ça. C'est une pierre calcaire, quoi. Ok. Comment tu as découvert cette pratique et développé justement la pratique de la lithographie? Est-ce que tu as un atelier en tant qu'artiste? Et est-ce que tu fais partie d'un collectif justement d'artistes? Du coup, la litho, en fait, j'ai découvert ça dans le cadre de mes études aux Beaux-Arts de Bruxelles. À ce moment-là, donc j'étais en première année, je crois. Donc après 3 ans aux Beaux-Arts de Valenciennes, donc je m'inscris à Bruxelles. Donc j'étais dans l'atelier de dessin. À savoir que les beaux-arts en France et les beaux-arts à l'étranger, ça se passe pas du tout de la même façon. En France, t'es dans telle année, première, deuxième, troisième année, et tu pratiques un peu de tout, quoi. Tu fais un petit peu de volume, un petit peu de dessin, un petit peu de ci. En Belgique, en tout cas, tu es inscrit dans un atelier de dessin. Donc ton médium, c'est le dessin, tu penses le dessin, comme tu pourrais t'inscrire dans un atelier de photographie où là tu travailles vraiment le médium, photographie. Donc voilà, j'étais en atelier de dessin et dans mes cours il y avait une option lithographie, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc j'ai visité une partie de l'école qui était dédiée à ce cours. Et à ce moment-là, en fait, ça a été la révélation, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai vu des nouvelles choses, des presses qui servaient à imprimer des images, des matrices, des pierres qui pouvaient créer ces trucs, quoi. Et à ce moment-là, en fait, c'était vraiment la révélation. J'ai suivi les cours et je me suis toujours dit un jour,
un jour j'aurai mon atelier de lithographie, donc c'est toujours resté en fond, quoi. Et puis il y a 3 ans, ça s'est fait. Allez, trop bien. Concours de circonstances, en fait, quand je suis sortie des Beaux-Arts, j'ai gardé toujours le dessin, enfin ma pratique, etc. Et j'y pensais toujours, quoi, vraiment. À ce moment-là, j'avais eu l'idée de refabriquer une petite presse, histoire de pratiquer chez moi. Ouais, parce que ça nécessite du matériel quand même. Ça nécessite du matériel, et en plus, dans les Hauts-de-France, il n'y a pas d'atelier de lithographie. Enfin, vraiment, ça n'existe pas, quoi. C'est seulement en train de se démocratiser, mais... Donc tu fais partie des premières artistes qui ont établi un atelier de lithographie dans la région? Je pense. Je suis pas sûre. Bon, ouais, je pense. Bah, big up. Ouais, merci. Du coup, ouais, j'ai créé cette... Enfin, j'ai eu envie de créer cette presse. De là, j'ai été voir un ancien maître de stage qui m'a dit, va voir mon fournisseur qui va te fournir telle pièce pour créer ton machin. Et ce mec m'a dit, j'ai une vieille presse toute rouillée, toute démontée, il faut la restaurer, et puis vas-y, je te la file, quoi. Et une fois que tu l'avais partagé sur les réseaux sociaux, on la mettra dans la vidéo, la pièce, la presse que tu avais récupérée. C'était un grand moment pour toi, il me semble, ce moment-là. Bah, c'était assez émouvant, ouais. Ouais. Tu attends pas, quoi. Tu te dis, putain, c'est un rêve d'étudiant. Et donc, est-ce qu'on peut dire que cette personne fait partie des artistes qui t'ont influencé, justement, dans ta pratique? Est-ce qu'il y en a d'autres, en fait, qui t'ont... En tant que lithographe, tu vois, est-ce qu'il y a des personnes influentes dans le milieu? Est-ce qu'il y a... Bah, déjà, la personne qui m'a renvoyé vers ce fournisseur qui m'a vendu cette presse, c'était mon maître de stage dans le cadre de mes études, que je côtoie encore. Il s'appelle Bruno Robe. C'est un éditeur qui travaille en Belgique. Je bosse pour lui ponctuellement, et ouais, c'est une référence, quoi. C'est pas n'importe qui. J'ai beaucoup de respect pour lui, et j'admire aussi beaucoup son parcours. Et ouais, après des lithographes, bien sûr, il y avait ma chef d'atelier en lithographie. Oh, j'ai honte, je me rappelle même plus de son prénom. On a le temps, t'inquiète. Les Barthes. José a été génial. Ouais. Après, ouais, des lithographes qui font que ce métier, c'est surtout des hommes. Je les connais pas. Et après, ouais, des artistes qui ont pratiqué la litho, femmes, il y en a très très peu. C'est surtout des hommes, ouais. Donc t'es pionnière aussi dans le milieu. Bah, pionnière, je sais pas, mais... parce que, voilà, la litho, c'est... les ateliers sont surtout concentrés à Paris. Après, femmes lithographes, en tout cas dans le nord de la France... ouais, j'en connais pas, quoi. Et sur un côté peut-être plus technique, quel genre de pierre tu vas utiliser du coup? C'est des pierres particulières, j'imagine? C'est des pierres calcaires, en fait. Okay, c'est des pierres qui sont sensibles à la graisse et qui vont pouvoir mémoriser l'image. Ok, donc tu es artiste lithographe, tu as créé ton atelier il y a 3 ans, tu travailles justement ton art de façon régulière, quotidienne? Je fais comme je peux, en fait, parce que j'en vis pas, je vis pas de ma pratique. C'était l'idée, en fait, justement. Est-ce que tu arrives à en vivre? Est-ce qu'à côté tu dois justement faire quelque chose pour pouvoir vivre, justement, ouais. J'ai plusieurs casquettes, du coup, j'ai ma pratique personnelle, au sens où je me pose beaucoup de questions sur Medium. Je travaille aussi pour d'autres artistes, je les accompagne techniquement, et après je fais des interventions. Ouais, des ateliers. Ouais, voilà, des bien, ateliers. Ça, ouais. Et puis je travaille avec d'autres personnes. J'aime bien travailler avec les gens, ouais. C'est assez large, hein, comme. Et du coup, j'imagine que en tant qu'artiste, une des choses. Une des étapes importantes justement à atteindre, c'est la première exposition. Et il me semble que toi, tu avais eu l'opportunité d'exposer pour... Est-ce que tu peux nous en parler justement Première exposition, c'était à la Crash Gallery. Donc c'est une galerie associative
qui est tenu par Elodie Capwen. Qui m'a invité. Et à ce moment-là, ça s'appelait Inside Outside. J'avais exposé un dessin avec plein d'autres artistes lillois dans sa galerie. Et puis depuis, je collabore toujours avec elle, ouais. Ça fait quelque chose, j'imagine, non? La première expo? Ouais. Ah bah ouais, tu te dis, merde, putain, il y a des gens qui vont voir mon travail, est-ce que ça va être... comment ça va être perçu, qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est une part de soi, ouais. Et t'as eu des retours positifs? Bah, des retours tout court, quoi. Ouais, des retours. Je pense que c'est toujours agréable pour les gens de voir qu'il y a une autre perception du monde qui existe. À ce moment-là, en plus, j'avais exposé un dessin hyper organique. J'avais une obsession pour le corps, la chirurgie, tout ça. J'aimais bien dessiner des tout petits détails organiques que je redessinais en grand. C'est un peu glauque en fait quand j'y repense. Non, on retrouvera ça, c'est moyen. On le mettra. Ouais. Pour revenir peut-être sur les choses un peu moins glauques, tu disais que tu as eu l'occasion de faire des ateliers auprès d'enfants. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Et quels bénéfices il peut y avoir pour un public jeune selon toi? Les premiers ateliers que j'ai fait auprès d'enfants, c'était dans le cadre d'une résidence. J'étais en résidence dans le Pas-de-Calais. Et du coup, j'ai rencontré des scolaires qui, eux, venaient dans le cadre de classes de mère. Donc, en gros, ils étaient en vacances. Enfin, ils n'étaient pas tout à fait en vacances, mais ils étaient en même temps à l'école. Et du coup, il y avait une présence artistique. En gros, c'était moi, quoi. Et l'idée, c'était de leur parler de mon travail, de leur montrer des choses, de faire des choses ensemble. Du coup, je me suis découvert un sens de la pédagogie que je pensais pas avoir. Ça a été. Et puis, depuis, c'est resté, quoi. J'aime bien transmettre. Ça doit être bien ludique comme activité, quoi. Le fait de partager ça avec des enfants, de leur proposer des ateliers comme ça, quoi. Disons que de la part des enfants, de la part des gamins, c'est sincère, tu vois. Il n'y a pas d'arrière-pensée, ils s'intéressent vraiment. Ils sont toujours étonnés. Et moi, je me dis, bon, ça va rester, quoi. Bon, on te le souhaite. Pourvu que... Ouais, on te le souhaite. Justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, en tant qu'artiste, pour le futur? De continuer à avoir cette envie de dessiner, de pratiquer la litho et de toujours être curieux. Je pense que c'est hyper important. C'est une bonne chose. Ouais. Bon, ça devrait pouvoir se faire. Alors, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Tu es également une sportive accomplie. Vice-championne de France de boxe anglaise en catégorie coq. Et pour ta première participation à cette compétition. Donc bravo déjà. Merci. Tu nous as expliqué vite fait que tu t'étais intéressé à la boxe pour te remettre en condition physique parce que tu commençais la musique et que du coup ça t'avait limite donné envie ça t'avait obligé, vu que tu t'étais investi dans le sport, à mettre de côté un peu la musique pour partir dans le sport de façon plus sérieuse, donc la boxe anglaise. Pourquoi la boxe anglaise? J'avais pratiqué un petit peu quand j'avais 15-16 ans, mais vraiment c'était pas du tout sérieux. Et c'est un sport qui m'avait plu au sens où je sortais de mes gonds. Après j'ai arrêté parce que j'ai continué mes études, tout ça et tout. Tu sortais de tes gonds, c'est-à-dire tu t'énervais, t'arrivais... Non, c'est une histoire de se dépasser, tu vois. Où t'es pas dans ta zone de confort. Ah ok, ouais, ouais. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Et plus tard, c'est revenu. Je sais plus pourquoi.
J'ai eu ce besoin de m'y remettre. J'y arrivais pas. Je faisais du sport, mais voilà, comme ça, quoi. Et j'ai trouvé un club à Lille, dans lequel je me suis super bien sentie. Et je me suis inscrite, j'ai fait mon truc, et puis après, ben voilà, j'ai fait les championnats de France l'année dernière, sans savoir, sans me dire que j'allais aller jusqu'en finale, quoi. Ouais. J'ai eu la chance d'assister à un de tes combats et c'était vraiment impressionnant. Que Ouais, je vais c'est dire, vrai, ouais, t'étais... ouais. Et franchement, bravo quoi. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte, tu vois, ce sport? C'est particulier, tout ce qui est sport de combat généralement. Enfin, tu vois, tu t'es pas mis à faire du tennis ou à, tu vois, à faire de l'aérobic, quoi, tu vois. Tu t'es mis à faire de la boxe, tu vois. Tu pratiques, tu te rends compte que ça fonctionne bien, qu'est-ce que ça t'apporte en fait, tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que... Alors, je sais pas si c'est le sport en lui-même ou si c'est le cadre, mais en tout cas, quand je fais ça, déjà, quand je vais m'entraîner, je me sens bien. Je me sens bien parce que je suis avec des gens, qui aiment ça, qui prennent soin de toi. Pas que de toi, mais de tout le monde. Des gens qui sont bienveillants, qui sont investis, qui sont engagés. Après, moi, au niveau personnel, ça me fait un bien fou, quoi. Moi, si je vais pas m'entraîner, mais je pète les plombs. J'ai vraiment besoin d'aller m'entraîner. Dépendance au sport, quoi. Mais un truc de fou. Tu peux demander à Barbin, mais si je loupe 2 entraînements, je suis exécrable. Mais ouais, je suis chiante. Et du coup, comment se passent tes entraînements? Tu disais si tu vas pas t'entraîner, en quoi consiste un entraînement d'une vice-championne de France? Alors, après, ouais, enfin, comment ça se passe? Donc, déjà, au long de l'année, on s'entraîne pas de la même façon selon les échéances. Mais en tout cas, enfin, dans le cadre des championnats de France, donc le programme, c'est pas moi qui le fais, hein, il y a plusieurs coachs. Chacun a sa spécialité. Un c'est aspect mental, un aspect physique, l'autre ça va être technique. Ah ouais, un gros suivi, quoi. Donc le lundi, Ouais. mardi, mercredi, on s'entraîne pas de la même façon. T'arrives, on se dit bonjour, on se demande comment ça va, on s'échauffe, et après, il n'y a plus personne qui pète un mot et tout le monde au boulot, quoi. Donc c'est quoi? C'est du cardio, après de C'est, la technique donc par exemple, le lundi, ça va être du cardio. Où là, on va être sur un aspect physique. Donc on travaille ta condition, ton endurance. Le mardi, ça peut être ce qu'on appelle de la leçon collective. Donc par exemple, on se met en binôme. On va travailler tel aspect de la boxe. Donc ça peut être l'aspect attaque ou contre-attaque, protection, important. des enchaînements. Enfin, Ouais. c'est hyper varié, quoi. Mais le physique, ça fait la diff. C'est 70% du... Ouais, beaucoup de cardio Non, je pour la dirais même boxe. Hein. 90% Ouais. du taf, quoi. Et tu peux nous parler de ton premier combat? Tu nous as parlé de la première fois derrière un micro. Tu vois, est-ce que tu as ressenti un peu la même chose? Enfin, premier combat, je veux dire, officiel, quoi, en compétition. Premier combat, du coup, j'avais 1 an de boxe loisir. Donc c'est encore différent que de boxe amateur. C'est le même principe, sauf que t'es pas engagé en compétition. Y a mon coach qui me dit: ah bah Laurie, ça te dirait de faire de la compète? Et là je dis: ouais, vas-y, trop bien, on essaye. Ok, vas-y, je t'engage, pas de souci. T'es au poids? Ouais, plus ou moins. Ok, on va travailler sur le poids. 3 mois plus tard, donc je dois faire mon premier combat. J'étais comme ça. Il y a de quoi, ouais. T'es pas bien. Ouais. Je te jure, t'es pas bien. J'ai stressé, mais genre pendant 3 jours. Et puis le jour même, il me dit: bah la fille, elle est pas dispo. Relax. Du coup, là, ça a été un espèce de gros soulagement, même si t'es prêt physiquement, hein.
Il me dit, bah par contre, on remet ça dans 15 jours parce qu'il y a une autre personne, tu vois. Et là, tu fais, ah, d'accord, ok. La tension reste à son comble. Ouais, et du coup, bah, le premier, c'était une... Bah, je me rappelle du nom de mon adversaire, c'était Marlène Parpex. Après, bah voilà, c'est un premier combat, quoi. Mais, Comment ça s'est passé? bah, ça s'est bien passé. Après, c'est vraiment une expérience à part entière, quoi. Je me rappellerai toute ma vie. Hein. T'arrives sur le ring, déjà, tu sais pas ce que tu fous là. La fille, elle a envie de te dézinguer la gueule, tu la connais pas. Alors qu'en vrai, bah, c'est juste du sport, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il faut avoir cette niaque, justement, quand tu montes sur le ring. Ouais, Tu sais ouais. qu'il faut battre l'adversaire, donc automatiquement... Mais du coup, ce premier combat, ça m'a mis dans l'esprit du sport. Et c'était quoi au niveau des... c'est quoi... comment on appelle ça, justement, des temps, là, tu sais, au niveau des reprises. Des reprises, c'est combien de reprises au niveau amateur quand t'as commencé? En dessous de 5 combats, c'est 3 fois 2 minutes. C'est super long. Non, on dirait pas comme ça, non, mais c'est super long quand t'es sur le ring. C'est le premier, tu dis putain, mais t'as fait le premier, t'as plus de jambes. Et tu dis putain, il y en a encore 2, quoi. Écoute, justement, tu as eu un parcours fulgurant, hein, malgré marqué par une progression rapide et une entrée en compétition officielle réussie. À quoi t'attribues ça, en fait? C'est ta niaque naturelle? C'est ta façon de te pousser toujours en avant? Je sais pas si c'est une histoire de tempérament ou de... Je sais pas. Dans le cadre de la boxe, en tout cas, si je m'engage sur quelque chose, j'essaie au max de tenir mes promesses, quoi. Et puis après, j'ai vu que ça me faisait énormément de bien et que bah, je prenais beaucoup de plaisir à faire ça. Et ouais, après, enfin, je me pose pas trop de questions sur le turfu, quoi, mais ouais, je sais pas, peut-être une histoire de tempérament, je sais pas. Et on a déjà eu l'occasion d'en parler en off. L'importance des personnes qui t'accompagnent aussi, tes coachs sont très présents, très bienveillants. Tu le disais justement, est-ce qu'ils t'ont permis justement d'avancer aussi, de te dépasser et de... Bah il y a les coachs, il y a aussi les personnes avec qui tu t'entraînes. Moi j'ai la chance les sparring partners. Ouais, des sparring partners, mais après t'as des gens avec qui tu t'entraînes qui ont encore un autre niveau. Enfin, je pense à des gars, enfin même des meufs qui ont un level pas possible. Et c'est comme ça que tu progresses. Ben ouais, mais c'est des sources d'inspiration et il y a l'entourage aussi, c'est hyper important. Si t'as pas le soutien qui va derrière, voilà quoi. Alors, question technique un petit peu. Ton enchaînement préféré du coup? Direct en fait. Ouais, j'aime bien boxer en ligne. Ouais. Et t'as déjà pris ou mis un KO? Non. En amateur, t'as pas le temps. Non? Non. Ça, c'est tellement rapide. Après, moi, je suis dans une petite caté. Ça peut arriver. Hein. Non. Moi, je touche et je me barre, quoi. C'est ça l'objectif. Dans ce club-là, en tout cas, c'est pas prendre de coups, l'important. Ouais, la protection, on t'en parlait tout à l'heure, justement. Ouais, après, l'histoire du chaos, c'est... on va dire, c'est une image à l'ancienne, tu vois. Ça a changé. Bah toucher bon. Sans se faire toucher. Ouais, ça c'est beau. Ouais. Bah, puis ça me va aussi. Quel avenir tu vois dans le sport pour toi, justement? Bah, j'aimerais bien passer en pro. Parce que j'aimerais bien essayer, en fait. C'est un autre type de boxe. Après, voilà, j'ai déjà plus de 30 ans. Ça peut être un frein? Bah, c'est pas que c'est un frein, mais comment dire? Tu vas boxer des jeunes de 18 ans, 19 ans Bah, en fait, je le vois plus pour... Je me vois pas faire une carrière, tu vois. C'est vraiment un truc sur le côté, tu vois. Je fais vraiment ça pour moi. J'aimerais bien passer en pro. Après, les titres, en vrai, je m'en tape, quoi. C'est vraiment faire les choses pour moi et aller le plus loin possible. Dans un milieu dans lequel je me sens bien. Ouais, après, là, j'aimerais bien... Enfin, j'étais censée refaire les championnats. Les entraînements se passent comme ils se passent, tu vois, on regarde la situation, on fait comme on peut. Et puis après, on verra, quoi.
Bah écoute, on te souhaite le meilleur en tout cas. Bah, merci. Hein, en espérant que ça roule pour toi et que tu continues de t'épanouir. Il y a une question que tout le monde doit se poser de toute façon, c'est comment tu fais pour gérer ton emploi du temps avec tout ça? Je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. C'est compliqué. Ça fait quoi du coup entre les moments où tu fais encore un peu de zik, l'atelier litho, Ouais. les entraînements? Ouais, plus les collaborations, Ouais, plus ouais. les investissements dans des collectifs. Bah, des fois, je m'y perds aussi, quoi. J'essaie de me booker la semaine, mais des fois, j'ai honte parce que j'arrive même pas à respecter mes engagements, quoi. Bah, toi-même, tu sais, quoi. Ouais, non, en plus, Il y a les imprévus, tout ça, mais et puis, ben, avant, il y avait 24 heures dans une journée, maintenant, il y a 12 heures, parce que après, on doit rentrer à la maison. Ouais, c'est... AU. Bah, tu t'en sors. Bah, il faut bien, mais des fois, c'est frustrant. Et j'ai honte pour les potes, quoi. On arrive tout doucement à la fin de notre interview, notre échange. Déjà. Est-ce que ça roule pour toi? Ou est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais aimé aborder? Bah, ça roule. Ouais, ça roule. Ça roule toujours. Des sujets que j'aimerais aborder. Je sais pas. Qui te tiennent à cœur, enfin, n'hésite pas, quoi. Là, comme ça, non, j'en ai pas. Donc tout va bien. Ouais, tout va bien. Du coup, on va terminer avec une question qui devient traditionnelle sur la chaîne. Hein. Est-ce que tu pourrais conseiller 3 albums aux personnes qui nous regardent? Bah, je sais pas si je suis de bons conseils. Mais conseiller 3 albums. Bah, des albums que j'adore. Bah, là, comme ça, il y a un Pressure Crack de ANS. C'est un groupe américain punk hardcore 80. J'aime bien aussi. Alors, je sais plus le nom de l'album, mais un album de Suicidal Tendencies. Ah, tu me fais plaisir là. Ouais, j'aime bien, c'est positif. Alors, le nom de l'album, je sais plus. Un des premiers, un des derniers. Sur l'album, il y a la chanson You Can't Bring Me Down. Ah, ok. Ah, c'est Light Camera. C'est ça. Ah. Et X-Respect. Et quoi? X-Respect. Ah. Voilà. Et, c'est un album ou juste le groupe? Le nom de l'album, c'est... Alors, si je dis pas de bêtises, c'est Jump Free Adolescent, mais je pense que c'est pas ça. Je sais plus le nom de l'album. On vérifiera. Ouais, voilà. Bah écoute, merci à toi. Bah, merci ça a à été toi. un plaisir de te recevoir. On te souhaite une bonne continuation et puis à bientôt. À tout bientôt. Salut nous. Salut.